Salut, bienvenue sur C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui, on va recevoir un concepteur de chasse au trésor. Parce que s'il y a des trésors et des chasses pour trouver les trésors, il y a bien des personnes qui sont derrière et qui réfléchissent, mais même au-delà de ça, qui prennent le risque de lancer des chasses au trésor. Bref, je suis ravi, on va pouvoir discuter avec lui. Je vais vous parler de ces chasses, de celles qui sont terminées, de celles qui sont en cours. Et peut-être vous allez voir des trésors. Bon, aujourd'hui, c'est toi qui nous fais rester jusqu'au bout. Vincenzo, merci d'être venu jusqu'à moi. Avec plaisir. Et tu m'as amené ça, tu m'as dit ça, c'est pour toi, c'est un cadeau, tu le gardes, c'est ça que tu m'as dit? Le temps de la vidéo. Je trouvais que ça se mariait bien au décor. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut le laisser en expo, mais alors tu le donnes au gagnant quand il le trouve. Je crois que ça peut être possible, sinon on a un déménagement après. J'ai 1000 questions à te poser. J'ai envie de parler des chasses que tu as déjà faites, des chasses qui sont en cours, de la chasse qui est à venir. Ouais. Une chasse incroyable qui mélange des choses avec l'univers réel et virtuel. On vous en parlera à la fin de la vidéo, mais vraiment vous n'êtes pas prêts pour ça. Et puis pourquoi t'en es arrivé là et tout, mais comme j'ai l'œuf sous les yeux, peut-être on commence par ça. Dis-moi ce que c'est s'il te plaît. Ça, c'est un rêve d'enfance. C'est l'œuf d'or, qui est le trésor de Guardians of Legends, qui est une chasse au trésor qui a été lancée il y a 4 ans maintenant. L'œuf que tu vois là, c'est de l'or 24 carats. Donc l'or pur, celui qui sort des mines. Il y a presque 600 pierres précieuses qui composent l'œuf. C'était une composition qui respecte le nombre d'or, la suite de Fibonacci avec la déclinaison de diamants, etc. Il y a deux, trois petites choses encore qui sont cachées dedans. Une valeur de 210 000 € à remporter pour le gagnant. 210 000 € au moment de la conception. Suivant le cours de l'or, on ne sait pas combien ça peut Là, faire. effectivement, normalement ça a bien augmenté. Mais officiellement, c'est 210 000 €. Voilà, au lancement de la chasse, c'est ce qui était annoncé. C'est rigolo parce que nous, toi et moi, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Ouais. Il y a un lien avec les chasses parce qu'on s'est rencontrés chez Michel Becker, qui est l'un des co-créateurs de la légendaire Chouette d'or. Ouais. Et tu venais juste de sortir. Il est là d'ailleurs. Ouais. Guardians of Legends. Au départ de jeux de société, où le but du jeu c'est de trouver des trésors avec des indices et des énigmes qui sont cachés dans des cartes postales. Et ben on a utilisé la même mécanique pour créer une vraie chasse au trésor. Et donc au sein des cartes postales, il y a des énigmes qui, une fois résolues, donnent l'emplacement exact d'un trésor. Donc c'est un emplacement, il faut aller sur place. Il faut aller sur place. Tu peux tout résoudre de chez toi. Ok. Sauf quand tu as l'étape finale. Là tu vas sur place. Tu c'est en France. C'est quelque part dans le monde. Bon, l'œuf, c'est pas lui qui a intérêt, c'est une contre-marque, c'est ce qui se fait souvent, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc c'est un coffre en bois avec parchemin qui donne toutes les indications pour se déclarer vainqueur et pour après prendre possession de l'œuf. Depuis Kit William, on évite d'enterrer les bons trésors. Lui, attends, il s'était passé quoi? Ça a été détérioré ou volé? Je me souviens même plus. Non, en fait, donc Kit William, il avait enterré son trésor. Ouais. Et il avait révélé l'emplacement à sa femme, ah oui, qui est devenue son ex-femme. Et au compagnon de son ex-femme. Oui, je me souviens. Et du coup, son ex-femme, elle l'a révélé à son compagnon, et c'est lui qui a été le déterré. Je me souviens très très bien, on en avait parlé en plus dans une vidéo. Oui, faut plus faire ça. qui est un peu notre père à tous, hein, parce que c'est lui qui a lancé vraiment aussi le projet des chasses au trésor organisées. Ouais. Et puis après, Max Valentin et Michel Becker qui ont amené le concept en francophonie. Et c'est aussi grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. La Chouette d'or, t'as quel âge quand elle est lancée? Quand tu la rencontres toi? À ses débuts, moi j'avais 8-10 ans quand j'ai commencé la Chouette d'or. Par hasard, c'est une émission de TV où ils présentent la Chouette d'or. Et je suis gamin, on parle d'une chasse au trésor et on dit le trésor est vraiment là. Et comme enfant, t'as toujours rêvé, en tout cas pour moi, j'avais toujours rêvé de trouver une carte trésor et me lancer dans une recherche. Et donc je vois ça et je suis tombé dedans. Tombé dedans. Et donc après voilà, à 8-10 ans... ton petit cahier. Exactement. Tu l'as ton petit cahier là avec toi? J'ai mon petit cahier. Je veux voir le petit cahier. Tu veux voir le petit cahier? Ça c'est le cahier que j'ai commencé ado. Et on voit, j'avais découpé les illustrations de la chouette. Les illustrations, etc. de la chouette, mes annotations, etc. avec mes propositions de résolution. Je remettais ce que je pensais être des reliquats, etc. Et ma solution finale, là où je pensais où était la Chouette d'or. Et alors, tu es allé vérifier? J'ai déjà été vérifié dans la zone. J'avais fait chou blanc quand j'étais ado. Et là, par contre, j'ai peaufiné une solution finale et là, j'ai pas encore été voir. Oui, parce qu'a priori, pour la Chouette d'or, ce serait au millimètre, quoi. Ce serait d'une précision absolue. C'est ce qui est dit, quoi. Mais depuis que j'ai collaboré avec Michel Becker, je me refuse d'aller jusqu'au bout parce que... Oui, après juste pour satisfaction intellectuelle, quoi. Voilà, exactement. En tout cas, c'est à partir de là que toi, tu as le goût pour les chasses au trésor. Oui, carrément. Et alors, j'avais
quand je dis un rêve d'enfant, c'est ça, vers 15-16 ans, je commence à cogiter sur cette chasse. Est-ce que tu en as sorti d'autres avant elle? On va y revenir. J'ai fait des petites chasses au trésor avant celle-là, mais des chasses au trésor organisées avec des lots, des babioles. Quoi, Ouais, tu vois. bien sûr. Bien sûr. Donc celle-là, c'est la première vraie chasse au trésor avec un vrai trésor à gagner à la fin de cette ampleur-là. Quoi. Comment on fait pour financer une chasse au trésor qui a un tel prix, qui a un tel lot? Pour la première, tu galères. Ouais. Je crois que ça m'a pris 13 ans pour trouver les fonds. Une partie, nous, quand je dis nous, c'est au niveau de la société, c'est de nos économies. Et puis une autre partie avec un sponsor, Edward Preston, qui a cofinancé le lot. Puis voilà, donc ça c'est comme ça. Il y a des équipes à faire vivre. Vous êtes une douzaine, je crois, dans ta société. On est 15, ouais, pour le moment. Une quinzaine. Il faut bien à un moment donné. Alors, les boîtes, quand elles vont se vendre, vous allez refaire rentrer de l'argent et tout, mais bon, il faut quand même commencer par financer le lot, quoi. Ça, c'est incroyable pour moi. Mais la première, c'était vraiment la plus compliquée. Après, maintenant, sur les chasses suivantes, c'est des sponsors directement. Ouais, tu as aussi un statut et une expérience, tu as des choses à amener aussi. Puis il y a aussi la volonté de genre de se dire, bah, tiens, on trouve que c'est cool de faire des chasses au trésor. Nous, on a un lot où tiens, on aimerait bien mettre autant, parce que c'est du budget marketing finalement pour les marques, etc. Mais par contre, on a besoin d'un concepteur. Bah, est-ce que vous voulez pas quoi. Quand tu as fait quelques chasses d'une certaine ampleur, à visage découvert aussi, du coup, les gens se lancent aussi de plus en plus avec nous. Est-ce qu'il y en a qui essayent de te presser pour avoir des bouts de réponse et des bouts d'indices? Tout le temps. C'est vrai. Ouais, tout le temps. C'est parfait parce que tu parlais à visage découvert, c'est souvent pour ça que les créateurs restent cachés, pour être soit sûrs de pas dire de bêtises malgré eux, soit juste pour pas être sollicités. C'est clair, et c'était une vraie réflexion au début du jeu. Le truc c'est que j'ai commencé la Chouette d'Or petit, mais j'ai regardé aussi toutes les autres chasses qui sont sorties. J'ai vu le bon et le moins bon dans plein de chasses, et il y a quand même eu des chasses au trésor qui ont été organisées qui étaient bien foireuses. Ouais. Et souvent c'était quand l'organisateur était un peu masqué, etc. Et donc je me suis dit, autant jouer carte sur table, on joue franc jeu là-dessus. S'il y a un problème, les gens ils ont vu ma tête, ils savent me retrouver. Et donc je peux donner cette garantie, en tout cas en tant qu'auteur, pour la chasse. La dernière chasse, celle que tu vas lancer ou qui sera lancée au moment de la sortie de la vidéo, alors elle, je ne sais pas le niveau de problème à résoudre que vous avez rencontré, mais c'est aussi pour ça que je trouve ça rassurant qu'il y ait un visage, qu'il y ait un nom, et qu'au fur et à mesure, on puisse se dire « Ok, c'est lui qui fait ça, en général, il ne se maque pas à des projets qui sont bizarres. » Ouais. Et puis, il y a aussi cette ambition de « Je suis un amoureux des chasses au trésor et j'ai aussi envie de faire découvrir ça. » et de faire partager ça. Parce que les premières sensations que j'ai eues gamin, c'est ça que j'ai envie aussi de faire découvrir, et je trouve que le concept de chasse au trésor, c'est une idée qui se marie avec plein de supports différents. Et donc pour moi, j'ai envie de le faire varier sur un maximum de supports différents. Quand je dis support, jeux de société, des bouquins, ici un jeu de société, etc. C'était une première, non? C'était une première, oui, dans le jeu de société. Enfin, à ma connaissance. Oui. Et donc voilà, pour faire découvrir et partager aussi cette passion des chasses au trésor, je pense que le fait de diversifier les supports, ça aide aussi à faire découvrir les chasses au trésor au plus grand nombre. Ouais. Tu as combien de chasses qui sont terminées ou en cours? Alors quand je dis chasse, c'est des chasses qui sont dotées, tu vois, les chasses telles que tu fais aujourd'hui. Tu en as combien là en ce moment qui soit ont été clôturées, soit sont encore en cours? Alors, il y en a 4, il y a 141 000 € de lots qui ont déjà été trouvés. C'est rassurant de se dire, ok, quand on trouve, ils payent ce qu'ils ont annoncé. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc ça, et alors en cours, il y a celle-ci, il y a Trésor de l'entente cordiale, qui est en cours. Ça, c'est une dotation de 750 000 €, 210 000 avec celle-ci, et la prochaine qui va arriver. L'entente cordiale, c'est par rapport à un objet historique qui avait été offert entre les Français et les Anglais. C'est ça. Je te laisse raconter mieux que moi, peut-être. C'est ça, donc c'est un coffre qui a été offert par le roi d'Angleterre, Édouard VII, au président français Émile Loubet, en 1904, pour sceller l'entente cordiale entre les deux pays. Et c'est un coffret en or que Michel Becker s'est procuré. Et qui est le lot de cette chasse. Et qui est le lot de cette chasse-là. Et c'est arrivé tout à fait par hasard que je rentre finalement dans cette aventure-là. Parce qu'ils ont vu un peu mon travail au fur et à mesure, et puis après ils m'ont demandé, tiens, il y a ce projet-là, machin, etc. Est-ce que tu n'as pas envie
de retravailler dessus. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'aventure avec Michel Becker, Stéphane Clark et Pauline Dessel. Celle-ci était très particulière parce qu'il y a la partie française de l'énigme à résoudre et la partie anglaise. Il y a vraiment 2 chasses en une, il faut résoudre les 2 pour tout fusionner, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a 2 demi-clés qui sont cachées. Une demi-clé qui est cachée en France, l'autre demi-clé qui est cachée en Angleterre. Et lorsqu'on a trouvé les 2 clés, on les assemble pour refaire une entente cordiale pour obtenir le lot. Et donc en gros, chaque inventeur gagne la moitié du lot. Sauf si c'est la même personne. Bien sûr. Quand on appelle un inventeur, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution. Quand on est concepteur de chasse au trésor, du coup, on a 2 manières de travailler. Soit on est un peu entrepreneur et on lance ses propres chasses, comme tu le fais aujourd'hui avec ton équipe. Soit donc, moi je t'appelle et je dis, bah voilà, moi Fabien, je veux lancer une chasse avec ma société, je finance tout. Par contre, c'est toi qui crée les énigmes en fonction de mon cahier des charges. C'est ça, ouais, exactement. C'est ce qui s'est passé pour l'entente cordiale. Hein. Donc voilà. Je suis juste auteur sur le projet, on m'a dit voilà, il y a ce projet-là, est-ce que tu peux prendre ça en main? Et alors là, effectivement, c'est vraiment une vraie discussion avec le commanditaire pour voir la difficulté de la chasse, la durée aussi, le format de diffusion et puis le lot, quoi. Donc c'est toujours essayer d'avoir une chasse calibrée aussi en fonction de... Très dur de calibrer la difficulté d'une chasse quand même, non? Alors dur, mais j'ai remarqué que c'était un peu quelque chose que j'ai découvert. Et je ne m'étais pas rendu compte à la base de la puissance en fait, de ce calibrage-là. Comme je t'ai dit, je regardais toutes les chasses qui sortaient à un moment donné. Et chaque fois, je regardais vraiment au niveau des énigmes, combien de temps une énigme avait tenu, etc. Et donc, je me suis fait une espèce de grand tableau avec toute une série de topologies au niveau du type d'énigme, de difficulté d'énigme, etc. D'autres éléments qui sont dedans, ce qui me permet maintenant de calibrer mes chasses, en tout cas d'avoir des fourchettes de résolution. Une méta-analyse. Exactement. Chasses, Et donc en gros, maintenant quand je sors une chasse, je sais donner une fourchette de temps de résolution qui, depuis Guardians of Legends, c'est vraiment bien affiné, parce que j'ai rajouté quelques paramètres en plus. Et donc maintenant, quand je sors une chasse, je sais, ok, ça c'est une chasse de 2 à 3 mois, 3 à 6. Ah, c'est génial. Est-ce que tu n'as pas peur que si demain je mets toute ta chasse dans ChatGPT qui me donne la réponse, on en est encore très loin? Je pense que c'est Sherlock Holmes qui disait que toute énigme qui a été conçue par un être humain peut être résolue par un autre être humain. Oui. Et donc c'est à un moment donné ça qui sera possible. C'est peut-être pas que tout soit résolu, mais en tout cas que ça permette de vraiment faire avancer, juste aussi en collectant des données, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'adore quand je résous une chasse, c'est de me mettre dans... Enfin, tu sais, de faire ce voyage dans le temps où il faut se mettre dans la tête du créateur. Il y a des mois et des mois en arrière. Là, vous avez un temps d'avance en rencontrant Vincenzo. Parce que si demain, vous faites Guardians of Legends, vous allez pouvoir vous dire, attends, qu'est-ce qu'il se disait ce mec que j'ai vu dans la vidéo? Moi, j'adore faire ça, quoi. Et j'aime bien le voyage dans le sens inverse, c'est-à-dire de me dire que toi, quand tu étais en train de créer les énigmes, tu pensais à nous dans le futur, en train de les résoudre. Il y a un vrai pont temporel assez sexy, tu vois, entre le créateur d'une chasse et celui qui le résout. Un début de création de chasse, c'est quoi? Alors, tu sais les durées de difficulté, tu as déjà ton calibrage, tu te mets sur une table, tu prends une feuille et tu te tapes la tête comme ça? Comment ça vient? Je commence souvent par la fin, quand je m'y mets, mais d'abord, c'est plutôt une intention et une intention du type de jeu, et surtout une idée au niveau de l'architecture. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'architecture, j'essaie que chaque chasse ait cette originalité au niveau de la... Je parle d'architecture au niveau du fil conducteur à suivre pour la résoudre. Là, il va falloir 3 choses pour prendre le tronc qui va nous emmener là, nous ramener dans l'histoire. Et ça, ça va être ton idée principale, et c'est ce qui est le plus dur maintenant, je trouve, pour moi à trouver. C'est toujours trouver une architecture nouvelle. Et après, une fois que j'ai ça, je vais venir rajouter mes énigmes. Enfin, je vais vraiment fonctionner en entonnoir, venir rajouter mes énigmes au fur et à mesure. J'ai plein d'énigmes. J'ai mon livre de cuisine, comme je l'appelle, où chaque fois que j'ai une idée d'énigme, hop, je la note dedans. Et puis après, des fois, je les ressors. J'ai une chasse à créer, je regarde dedans, je dis, ah tiens, celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, machin, etc. Génial. Aujourd'hui, sur Internet, les gens communiquent un petit peu quand même où ils en sont. Et tu vois qu'une que tu avais vu qui devait tenir un certain temps, une énigme, elle vient de sauter genre en 2 jours. T'es content ou t'as très peur? J'ai pris du recul par rapport à Guardians. Guardians, la première semaine, j'ai vraiment pas bien dormi. Ah ouais. Je me réveillais la nuit parce que j'avais l'impression que quelqu'un avait déjà trouvé le trésor. J'étais vraiment paniqué, quoi. Enfin, maintenant, demain, Guardians s'est trouvé, je suis heureux. Tu seras ravi, maintenant, c'est bon, elle a vécu, il faut qu'elle soit trouvée. J'aime toujours bien quand les gens partagent leur avancée, leurs solutions, etc. Parce que moi, ça me permet aussi de sentir un petit peu comment ça avance. Et puis après, en fonction de l'énigme, si c'est des énigmes de premier niveau et qu'elles sont très très vite craquées,
Bah, je suis content parce que c'est des énigmes pour se divertir aussi et rentrer un peu dans la chasse. Donc ça, c'est pas grave. Quand tu as une énigme que tu avais calibrée pour durer un peu plus longtemps, qui est craquée au bout d'une première journée, là tu te dis, est-ce que ça va être le cas sur toute ma chasse? C'est flippant, ça, c'est flippant. Parce qu'il y a des chasseurs qui sont redoutables, quoi. Ah oui. Au niveau de la manière dont ils sont organisés, etc. Ils sont brillants. Et c'est avec ça que tu t'affrontes. Ouais. Un peu comme dans un match ou une partie d'échecs. Tu as en face une armée de chasseurs. Ça, hein. Ah, mais carrément, j'ai des gens qui développent des outils informatiques sur certaines énigmes. Et puis, toi, tu es tout seul des fois à concevoir ta chasse. Ils se mettent en bande, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas équilibré cette histoire. Mais par contre, je trouve que c'est aussi une vraie aventure humaine, quoi, parce qu'au fur et à mesure du temps, il y en a que tu crois sur des salons, etc. Des gens, franchement, ils sont super, quoi, tu vois. Ils ont vraiment la flamme dans les yeux du chasseur, quoi, qui sont espiègles pour essayer de trouver, essayer de tout résoudre, etc. Donc, ils ont vraiment envie d'avancer sur le projet. Est-ce que toi, tu as toutes tes solutions en tête, en permanence? Si demain, je te dis, tiens, telle énigme de tel truc... Toi, tu retrouves ton raisonnement et est-ce que tu avais planqué la solution ou est-ce que dans le temps, t'en oublies, il faut que tu regardes tes notes quand même? Alors, c'était le cas au début. Maintenant, je t'avoue que à force d'en créer, il faut que je me replonge dedans, quoi. Ouais. Je suis déjà resté bloqué sur une énigme que j'avais créée. C'est très drôle, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein, pour l'impossible à faire des diamants volés. Et tu t'auto-fais galérer, c'est quand même très drôle. Quoi, tu vois. Si vous vous demandez, je vous mettrai un lien dans la description pour Guardian of Legends. Donc, il y a vraiment un jeu de société et qui est vraiment incroyable. À notre connaissance, c'est la première fois en tout cas qu'il y a un tel concept qui existe. Tu m'as ramené autre chose, tu m'as ramené ça. Ça, c'est magique, il faut que tu me racontes ce que c'est. Alors, à un moment donné, dans le jeu, tu as besoin d'une carte au trésor. Donc, dans Guardians. Tu n'as pas de chasse au trésor sans carte au trésor. Et à un moment donné, les gens vont devoir découvrir la carte qui est ici. En résolvant une énigme, ils vont tomber quelque part et là, ils vont découvrir une carte. Enfin, ils vont découvrir plusieurs cartes, mais en résolvant l'énigme, ils savent quelle carte ils doivent choisir. Et alors, ils ont la possibilité de l'avoir en version numérique ou en version papier. Et donc là, c'est la bonne carte après à utiliser pour pouvoir continuer la partie chasse. Exactement. De nouveau, c'était au niveau des sensations. La chouette d'or, j'avais ma carte étalée, je faisais ma tracée, etc. J'avais envie de retrouver ces sensations-là sur du physique, quoi. Donc la numérique, elle est gratuite, les gens la téléchargent, mais pour les amoureux du papier, il y a ça, quoi. Et je trouve que c'était important d'avoir les deux, quoi. Dans le décor, il y a des jeux de société qui viennent de ta société aussi, parce que vous faites des jeux de société, là, il y a le Belladone. Tout à fait. Dernier sorti de Luby, donc ça c'est une maison d'édition. Cookie Addict, un jeu 2 joueurs. Full 2 joueurs, ça. Je pense que tu aimerais bien, avec le côté stratégie, anticiper les actions des autres, etc. Time Collectors aussi. Jeu de société qui est aussi dans la gamme de Luby, avec du voyage temporel. Tu vas devoir collecter justement des ressources en voyageant dans le temps pour essayer de reconstituer une civilisation. C'est très cool parce que tu sais quoi, toutes les couleurs et tout ça, ça me fait basculer vers la prochaine chasse. Parce que je trouve qu'on rentre déjà dans la thématique un petit peu. Regarde, je vais le mettre ici. Alors là, on passe... J'allais dire à la partie la plus intéressante de la vidéo. C'est pas très sympa parce que j'étais très content qu'on puisse discuter tous les deux. Enfin, nous, on a déjà discuté ensemble, mais discuter devant une caméra. Moi, je connais, je pense, qu'il y a à connaître sur cette chasse-là. Mais je te laisse nous en parler, nous la présenter, tout ce qu'il y a à savoir. Je t'écoute, je te couperai pour te poser des questions. C'est une chasse au trésor qui va se lancer dans un jeu vidéo sur la plateforme de Sandbox. Toi, tu dis ça, c'est un mardi pour toi. C'est très quotidien, mais il y a quand même une chasse qui se lance sur Sandbox. Ouais. Rien que ça donne envie. Tu parlais des supports inexplorés, on y est précisément. En plein, quoi. Et donc vraiment merci à eux parce qu'ils ont, quand je leur ai pitché le projet, ils m'ont d'abord regardé avec des grands yeux, c'est qui ce fou. Et puis après ils ont vraiment embarqué dedans. Du coup c'est ce cube qui est un voxel en fait. Le pitch c'est qu'il y a Hawkmoor qui est un mage qui se balade dans cet univers numérique, qui a pour idée de se matérialiser dans le monde physique. Et du coup, à force d'expérimenter, il a réussi à extraire du monde de Sandbox un voxel, un vrai voxel, qui du coup va être visible H24 sur Twitch. Et les gens vont résoudre la chasse au trésor dans l'univers de Sandbox, donc dans le jeu vidéo. Et il y a un peu de chemin, quoi. Soit tu vas défendre l'univers de Sandbox et essayer de trouver le cube pour essayer de le rapatrier
dans Sandbox et fermer la brèche, soit tu vas être plutôt pro Ogmore et essayer de le trouver pour justement élargir la brèche et permettre que Ogmore puisse se matérialiser. Et alors du coup, pour extraire ce voxel, Ogmore il a dû utiliser beaucoup d'énergie. Et cette énergie dans Sandbox, c'est du cent, donc, qui est une monnaie numérique, qui du coup, au cours d'aujourd'hui, a une valeur de 400 000 euros. Ok, on peut dire que c'est une crypto? C'est une crypto, tout à fait. Et donc les gens à la fin vont gagner ce voxel dans lequel il y a Ledger qui a été emprisonné, donc c'est un portefeuille numérique. Et donc ils vont pouvoir avoir ces 400 000 euros, alors soit en version numérique, soit en version fiduciaire. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous on le voit à l'intérieur en fait. Il y a le portefeuille électronique. Sandbox, je vais faire des gros raccourcis. On peut dire que c'est un univers un peu à la Minecraft. En tout cas, c'est un monde virtuel dans lequel on va jouer donc directement pour résoudre la chasse, tout en pouvant consulter une chaîne Twitch qui est dispo 24/24, 7 sur 7, où on voit le cube qui a été matérialisé par le mage. Et donc effectivement, la monnaie virtuelle du jeu, c'est une monnaie légitime, c'est une crypto-monnaie, quoi. Les 400 000 que tu gagnes et qui sont là-dessus. Toute cette conception-là, tu parlais de l'architecture tout à l'heure, je suis un peu content qu'on ait parlé de tout ça avant, quand on voit ce que ça devient après, quand des gens te font confiance, quand tu as plus l'habitude et quand tu explores des nouveaux terrains, parce que ça, là par contre, c'est sûr et certain, c'est inédit. Il n'y a jamais eu, ça. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ce genre de choses, quoi. Alors, donc, si moi je veux accéder à la chasse, d'habitude je sais, j'achète un livre en général. Pour Guardians of Legends, j'ai acheté un jeu de société. Là, comment je peux débuter ma chasse? C'est quoi mon point de départ? Tu achètes un pass dans Sandbox pour accéder à l'univers. Donc le pass, c'est une clé. Quand tu achètes cette clé, tu rentres directement dans l'univers du jeu. Tu as un avatar. Tu as un avatar et tu rentres dedans. Donc tu télécharges le jeu pour jouer sur ton PC de Sandbox. Quand tu télécharges ce jeu, tu arrives sur l'expérience qui s'appelle Entanglement. Ah oui, on n'a même pas donné le nom de la chasse. Entanglement. Tu arrives dans un premier monde qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde. Et puis après, si tu veux te lancer plus dans la chasse au trésor, là, tu achètes ton pass d'accès. Et là, tu continues la chasse au trésor. Et alors, c'est ce qu'on a fait aussi dans Guardian, c'est-à-dire que tu peux jouer au jeu sans vouloir faire la chasse au trésor. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool. Et donc, voilà, le Guardian of Legends, tu joues au jeu de société, juste pour le jeu de société, tu n'es pas obligé de t'occuper de la chasse au trésor. Mais en plus, tu as une chasse au trésor. J'adore l'idée parce que ça permet d'éviter. Il y a un truc un peu, je ne sais pas si tu l'as sûrement vécu, d'isolement quand tu fais des chasses. À un moment donné, tu deviens monomaniaque sur ta chasse. C'est vrai. Et tu peux même plus en parler à ton entourage parce que tu es juste le relou qui est encore en train de parler de ça. Et que personne ne comprend de ce dont tu parles. Alors que pour Guardians et pour Entanglement, il y a le côté où tu peux très bien voir le reste de ta famille qui joue aux jeux vidéo. Et toi, tu y joues aussi. Mais toi, en même temps, tu es plutôt orienté chasse. Mais ça permet quand même de partager avec des non-chasseurs ou des gens qui ont juste voulu gratouiller un peu au départ et puis qui veulent lâcher, tu vois. Ça, c'est cool. C'est cette idée d'essayer de partager cette passion au plus grand nombre, quoi. Et donc, du coup, tu l'as très bien résumé. Des fois, ce côté un peu geek, en train de te parler timidement, que tu es en train de faire une chasse trésor et les gens en train de se dire c'est qui ce fou tu vois. Et ici, voilà, on se retrouve autour d'une passion commune, facilement accessible, sur laquelle tu peux parler facilement comme un jeu de société ou un jeu vidéo. C'est gagné, quoi, pour partager, onboarder le plus de gens possible. Bien sûr, oui, non, mais c'est ça. Quand tu arrives dans le jeu, tu es accueilli par un PNJ qui te dit un petit peu des bases de l'univers pour que tu aies un petit point de départ quand même. Oui, ici, tu vas avoir tes quêtes qui vont arriver directement dans le jeu, vraiment comme dans un jeu de rôle, un jeu d'aventure, etc. Oui, tout à fait. Donc, on va te dire où est Ogmore, quoi. Parce que tout le monde le cherche, ce mage-là, etc. Et donc, ta quête va être orientée pour trouver Ogmore, etc. Et tu vas avancer. Et il y a pas mal de surprises que là, du coup, on a bossé vraiment avec toute l'équipe pour le projet, parce que c'est vraiment un projet. Ça a pris beaucoup de temps dedans, projet de fou. J'ai fait l'architecture de la chasse, et puis après, sur tout le reste, c'était vraiment un gros travail d'équipe. On se réjouit tous qu'elle sorte, parce qu'il y a quand même une vraie fierté au niveau de la team sur le projet, parce qu'on se rend compte aussi du Est-ce que tu estimes la date de sortie ou pas? Ça va être entre fin d'année et début de l'année prochaine. C'est dépendant de Sandbox, parce que nous, on n'est pas organisateur, enfin on n'est pas le publisher. Mais regarde, c'est pas mal, parce que comme ça, à Noël, on s'offre Guardians of Legends. Bonne idée. Et après Noël, on se dit, bon, on lâche un peu ce jeu-là, j'y reviendrai, il faut laisser reposer. Et je vais sur la nouvelle chasse directement sur mon PC. C'est clair. Pour le coup aussi, la nouveauté, c'est que la chasse, c'est un gros lot, mais elle n'est pas calibrée pour durer très longtemps. Ok. Donc du coup, ça va être assez intense au niveau
Ah oui, niveau genre, des joueurs. il est possible qu'en 2 ans ou 3 Ouais. ans, ouais, même moins peut-être. Ouais, beaucoup Ok. moins. Ça, Vraiment, ça- je chasse au trésor. Ça, c'est fou que tu l'aies calibré relativement courte, du coup, parce que tu te dis, c'est sûrement le projet qui t'a demandé le plus de travail, tu vois, parce que c'est novateur. Et en même temps, en disant, mais c'est libéré assez relativement tôt, quoi. Oui, c'est ça. Bah, ça, c'était de nouveau, on revient, c'était une discussion aussi Ouais. avec The Sandbox, Ouais, bien sûr. où ils ont cette temporalité avec des événements aussi plutôt courts, Ouais, de etc. saison, de choses Exactement. comme ça. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt que ça se crée, que ça se prolonge, quoi. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a beaucoup de joueurs, bah, C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Ouais. Donc, voilà, c'est ça aussi l'idée, quoi. 1 400 000 de trésors mis en jeu, entre ce qui a été trouvé et ce qui est encore à trouver. Est-ce que tu t'étais dit, quand tu étais petit, avec ton truc de la chasse d'or, de la chouette d'or, qu'un jour tu libérais directement ou indirectement 1 400 000 Jamais de la euros de vie. dotation? Jamais de la vie. Ça paraît insensé Mais quand on carrément. y pense comme ça. Non, t'as raison, c'est fou. En fait, moi, je pensais faire Guardians, parce Ouais. que c'était un projet... Ouais. voilà, d'une vie. Projet d'une vie. C'était vraiment un projet coup de cœur, et c'est tout. Je m'étais pas dit, je vais faire plat de chasse au trésor, tu vois. Et puis après, c'est suite à Guardians, où on dit, bah, on commence à t'appeler. Ouais. Tiens, nous aussi, on aimerait bien faire un truc, est-ce que vous pouvez pas aider? Ou tiens, j'organise une chasse au trésor, est-ce que vous pouvez pas filer un coup de main pour regarder ma chatte, etc. Bah oui, ok. Et puis après... C'est au fur et à mesure que j'ai découvert aussi ce travail de recherche que j'avais fait au niveau du calibrage. Je pensais que tout le monde l'avait en fait, tu vois. Cette espèce de tableau, etc. Ah, je pensais que tout le monde avait fait ce travail-là. Et en fait, non, tu vois. C'est et une du ressource coup, rare que tu as créée là. Bah, et voilà, et donc du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça devient un peu notre spécialité. Ouais. Et donc là, il y a vraiment l'idée au niveau de la boîte que sur chacune de nos prods, à l'avenir, il y ait une chasse au trésor qui soit parfois annoncée, parfois pas. Qu'on ait vraiment un peu cette marque de fabrique, cette carte d'identité-là. Génial. Et t'as pensé déjà à lancer un jeu qui a une chasse, mais personne ne sait qu'il y a une chasse? Ben, clairement. Clairement. Mais l'idée est venue par un joueur, quoi, aussi. Parce qu'on a sorti un jeu, et puis il y a des joueurs qui ont dit, ouais, il y a une chasse au trésor dedans. Et non, il n'y a pas de chasse au trésor. C'est ça, la légende urbaine. C'est ça. Mais tu dis, bah oui, en fait. Enfin, je veux dire, très bien le faire et pas le dire. Rien ne nous empêche de. Ouais, quoi. c'est ça. Et donc maintenant, il y a vraiment cette. Parce que tu n'es pas obligé de doter toutes tes chasses de 400 000 euros non plus. Bien sûr. Tu peux déjà mettre une chasse pour une chasse. Quoi. Ben, du coup, il y a déjà des trucs qui existent avec des plus petits lots, genre des pièces en or, des choses comme ça. Génial, j'adore l'idée. Ils sont planqués. C'est Luby? Alors Luby, c'est la maison Luby, d'édition Luby. de jeux de société, et le studio de prod derrière, c'est Endzone. Et Endzone, je mettrai des liens, ou vous me fournirez des liens avec un lien de lien, tu vois, et puis ça marche. On vous mettra tout ça dans la description. Merci beaucoup Vincenzo d'être venu jusqu'à moi pour faire cet entretien. J'espère que ça vous a plu, et je pense pas qu'on ait eu beaucoup l'occasion dans notre vie d'écouter un créateur de chasse avec un peu son parcours, ce qu'il a créé, pourquoi il le crée. En gros, nous, l'idée maintenant, c'est de te profiler à partir de cette vidéo pour comprendre comment tu fais tes énigmes. Mais merci beaucoup, je vous mettrai tout ce qu'il faut du coup dans la description. Intéressez-vous à Guardians of Legends parce que c'est très très cool. Et puis ne ratez pas la sortie de la prochaine chasse. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.